L'administration Trump fait un pari risqué en Iran. Et Pékin détient une carte maîtresse sous la forme de ces éléments, ce qu'on appelle les terres rares. En privé, les États-Unis et Taïwan pourraient causer un problème majeur. La question est de savoir si tentera un coup de pression. En prenant du recul, si l'on pense au contexte plus large d'un monde en guerre et à ce qui préoccupe les planificateurs du Pentagone depuis des décennies, c'est l'Indo-Pacifique. Et plus précisément, un jour, Pékin essaiera d'envahir Taïwan, provoquant une spirale économique qui fera paraître les problèmes actuels liés à la guerre avec l'Iran dérisoires en comparaison. Oui, bienvenue au XXIe siècle où 20% du pétrole brut transite par le détroit d'Ormuz. Mais environ 60% des semi-conducteurs et 95% des semi-conducteurs haut de gamme proviennent de Taïwan. La principale préoccupation dont nous parlons souvent, et ce qui ferait que le monde en guerre bascule réellement dans une troisième guerre mondiale, c'est une opération coordonnée. De l'amitié sans limite entre Moscou et Pékin, l'un envahissant l'Europe de l'Est et l'autre traversant le détroit de Taïwan. Cela mettrait une pression considérable sur les États-Unis, qui auraient probablement un nouveau président à ce moment-là et qui ont d'importants intérêts économiques dans les deux régions. Les perspectives du côté de l'Europe semblent généralement meilleures, tant à court qu'à moyen terme. À court terme, la distraction que la Russie s'est elle-même créée en Ukraine empêcherait le Kremlin de mobiliser suffisamment de forces, du moins sans lever une armée de conscrits pour un second front, ce qui représenterait un risque politique considérable. À moyen terme, tant que les alliés européens de l'OTAN respectent leur engagement de consacrer 5% de leur PIB à la défense, le continent aura suffisamment de force pour arrêter les troupes russes par ses propres moyens. Les contributions des États-Unis ne feraient en qu'aider à rendre le processus plus fluide. En revanche, les perspectives semblent préoccupantes dans l'Indo-Pacifique, aussi bien à court qu'à moyen terme. À moyen terme, Pékin disposera de navires de débarquement suffisants pour rendre possible une invasion de Taïwan en bonne et due forme. À court terme, la marine américaine montre qu'elle ne peut pas, d'un simple claquement de doigts, prendre le contrôle d'un détroit du jour au lendemain. Oui, il est important de noter qu'aucune autre marine ne pourrait même s'approcher de ce que les États-Unis tentent en Iran. Il est également important de noter qu'il y a une grande différence entre tenter de contraindre un régime à quitter le pouvoir en bombardant le pays concerné et essayer de repousser une invasion amphibie en faisant la même chose. Dans tous les cas, mettre en œuvre la puissance navale n'est pas facile. Cette préoccupation fait aussi partie du pari qui a peut-être conduit au déclenchement de la guerre d'Iran. Si la RPC tentait d'envahir Taïwan, l'Iran aurait pu ressentir le même type de pression opportuniste pour agir au Moyen-Orient, alors que la marine américaine était clouée dans la région Indo-Pacifique. De retour dans la région Indo-Pacifique, grâce encore à l'absence de navires de débarquement, les États-Unis ne s'inquiètent pas pour l'avenir immédiat. Si les estimations des services de renseignement sont exactes, Pékin devra attendre au moins 2027 pour résoudre le problème des navires de débarquement. Ainsi, si les États-Unis éliminaient l'Iran de l'échiquier en 2026, Pékin ne pourrait que rester spectateur. Ainsi, la marine américaine n'aurait plus à craindre d'être divisée entre deux fronts. Et peut-être que cela dissuaderait Pékin d'envahir Taïwan dès le départ. Bien sûr, pour réussir ce pari, les États-Unis devraient réussir à franchir deux obstacles. Il faudrait d'abord obtenir une victoire en Iran. Il faudrait aussi se rétablir à temps pour affronter tout défi dans l'Indo-Pacifique. Prenons ces deux défis dans l'ordre chronologique. Politiquement, la guerre a été un désastre pour l'administration Trump depuis le début. Elle a connu l'entrée en guerre la plus impopulaire de l'histoire des sondages américains. Aucun effet de ralliement autour du drapeau n'a eu lieu, et cela avant même la flambée des prix de l'essence aux États-Unis. Et cela, c'est uniquement sur le plan intérieur, sans évoquer le ressenti des partenaires internationaux en dehors du Moyen-Orient. Il est aussi frappant de constater combien cela a empiré avec le temps. Au début de la guerre, 38% des Américains pensaient que l'administration Trump avait clairement expliqué les objectifs des États-Unis en Iran. On pourrait penser qu'après plus de 3 semaines où la guerre en Iran a dominé l'actualité, la situation serait plus claire. Pourtant, ce chiffre est tombé à 32%, ce qui reflète le discours incohérent que l'administration Trump a tenu pendant cette période. Cependant, si l'on se concentre uniquement sur l'aspect purement militaire, la situation est plus mitigée.
Il y a eu une nette dégradation des armements de l'Iran, en particulier en ce qui concerne les missiles balistiques et les drones. Les lancements ont nettement baissé par rapport aux premiers jours de la guerre, et la riposte de l'Iran aux frappes sur South Pars montre à peine une variation dans les données. Il était autrefois plausible de penser que l'Iran pouvait conserver ses stocks pour de futures attaques. Cette variation montre l'ampleur de la réserve que l'Iran avait mise de côté. Il reste encore du travail à faire, bien sûr, mais le CENTCOM semble satisfait de la situation. Le nucléaire, c'est une autre histoire. Les États-Unis viennent de commencer à attaquer ces sites, ce qui indique que le Pentagone pense que les frappes de juin dernier ont éliminé toute capacité de percée que l'Iran aurait pu obtenir. Il y a cependant quelques questions militaires plus obscures pour les États-Unis. L'un d'eux est le détroit d'Ormuz. Si les États-Unis ne peuvent pas en forcer la réouverture, alors cette guerre sera une défaite. J'ai expliqué la semaine dernière pourquoi une réouverture forcée est plausible. Certains commentaires ont suggéré que je disais que ce serait facile. Ce n'était pas le cas. Ce sera assez facile si les États-Unis épuisent les forces iraniennes sur la côte. Ces opérations ont débuté récemment et devront s'étendre avant que les pétroliers envisagent de traverser le détroit. Gardez un œil sur cette situation. Enfin, il y a le gouvernement iranien. La situation pourrait être mieux décrite comme une défaite pour le gouvernement, mais pas la chute du gouvernement. L'ancien guide suprême, bon nombre de ses hauts lieutenants et certains de ses proches parents sont morts. Son fils est censé être le guide suprême maintenant, sauf que je perds lentement la raison face à l'absence flagrante de toute preuve qu'il soit en vie. Je préfère continuer avec des bonshommes allumettes, même s'il finit par apparaître. Ainsi, je décrirai cette partie du conflit comme un succès militaire pour les États-Unis tout en ne produisant pas l'effet escompté à l'intérieur de l'Iran. Nous devrions quand même donner une note incomplète, car les gouvernements autocratiques sont à l'abri jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus soudainement. Pour résumer ici, aussi mauvaise que soit la situation sur le plan politique pour les États-Unis, la situation militaire semble correcte, même si ce n'est pas un succès éclatant. Passons à la deuxième question. Les États-Unis devront encore se remettre avant un engagement avec la Chine. Malheureusement, je vais parler de ce problème en termes généraux, car personne en dehors du Pentagone ne sait vraiment à quel point le problème est grave. En résumé, la situation est mauvaise et demande un réapprovisionnement après tout ce qui a été dépensé durant cette guerre. Je ne vois pas le réapprovisionnement comme un problème financier. La guerre d'Iran divise politiquement, mais un consensus bipartisan reconnaît que les États-Unis manquent de métaux. De plus, les problèmes avec la Chine risquent fort de survenir sous la prochaine administration présidentielle, et de nombreux démocrates voient un parti républicain affaibli et sont enthousiastes quant à leurs chances en 2028. Cependant, la création de nouveaux stocks pourrait poser problème en raison de la complicité de la Chine. Je dirais cela avec un certain sens de l'ironie, sauf que c'est le résultat d'une stratégie délibérée de Pékin. Le problème, comme vous l'avez peut-être deviné, concerne les terres rares. La RPC n'a peut-être pas le monopole du marché, mais elle en contrôle une très large majorité. Les terres rares sont présentes dans presque tout ce qui a de la valeur dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a 10 ans, le marché des terres rares valait 9 milliards de dollars. Mais les produits dans lesquels elles étaient utilisées valaient 7 000 milliards de dollars. Cela signifie donc que chaque arme high-tech produite aux États-Unis contient des terres rares. Des choses comme les Tomahawks, que la marine semble utiliser à un rythme alarmant. La stratégie du coup d'étau consiste pour Pékin à restreindre l'exportation des terres rares. Les États-Unis ne pourront pas reconstituer correctement leur stock au cours des 2 prochaines années. La RPC envahit Taïwan et les États-Unis doivent l'accepter étant donné le manque d'alternatives. Vous pouvez ajuster l'ampleur du problème, mais le principe reste le même. Pékin exploite son levier sur les terres rares pour accroître fortement ses chances de réunifier la Chine. Voici le cœur de la vidéo. Cela fonctionnerait-il vraiment et Pékin essaierait-il seulement? La production de terres rares n'est pas une question de capacité latente. C'est une question de capacité actuelle. Les États-Unis ont autrefois dominé le commerce des terres rares. Les terres rares, comme vous l'avez probablement entendu 1000 fois auparavant, ne sont en réalité pas si rares que ça. Elles existent en petite quantité partout dans le monde. Ce qui les rend rares dans la pratique, c'est une question de rentabilité.
Il faut exploiter d'énormes mines et superviser un processus de raffinage dégoûtant pour en extraire quoi que ce soit d'utile. Dans les années 80, les États-Unis étaient prêts à franchir ces obstacles. Des mines comme Mountain Pass en Californie ont donné aux États-Unis plus de 30% du marché. Puis deux choses se sont produites. Premièrement, Washington a adopté des réglementations environnementales pour limiter ce processus de raffinage mentionné plus tôt, ce qui a augmenté le coût de la production nationale. Deuxièmement, la Chine est arrivée sur le marché. C'était une décision économique et stratégique. Sur le plan économique, Pékin ne se préoccupait pas vraiment des externalités environnementales. Cela permettrait à la Chine de concurrencer en baissant les prix. Si cela réussissait, les autres pays cesseraient totalement leurs activités. Cela donnerait à la Chine un avantage stratégique. Pour elle, les terres rares seraient en cas l'équivalent du pétrole du Moyen-Orient, ou plus tard des semi-conducteurs taïwanais. Si tous dépendèrent de la production chinoise, Pékin pourrait menacer de couper l'approvisionnement pour obtenir des concessions politiques. Et c'est essentiellement ce qui s'est passé. La Chine a progressivement augmenté sa part de marché. La mine de Mountain Pass et d'autres ont fermé aux États-Unis. En 2010, 97% de la production provenait de la République populaire. Ah, mais ensuite est venu le premier véritable test politique. La crise des terres rares de 2010-2012. Non, ce n'était pas un arc narratif en 5 numéros de votre BD préféré. En fait, le 7 septembre 2010, un bateau chinois, c'est celui en bleu sur votre écran, opérait en dehors des zones de pêche délimitées près des îles Senkaku contestées. La garde côtière japonaise est intervenue, déclenchant la course-poursuite que vous voyez. Au cours de la poursuite qui a suivi, le bateau chinois est entré en collision avec plusieurs navires de patrouille de la garde côtière. Le Japon a finalement intercepté le bateau en infraction et arrêté tous ses occupants. Pékin n'était pas satisfait, et l'outil de coercition auquel la Chine a eu recours a été de restreindre les exportations de terres rares vers le Japon. Cela a coïncidé avec le fait que la Chine a augmenté les droits d'exportation et réduit sa production d'environ 20%. Les prix des terres rares sont 10 fois plus élevés que l'an passé. La réaction en Occident est principalement venue du Japon, de l'Australie et des États-Unis. Le Japon, cherchant à garantir un accès permanent aux terres rares, a investi dans la société australienne Linus. La mine de Mountain Weld a ouvert l'année suivante, faisant de l'Australie, pour la première fois, un acteur important du marché des terres rares. Les États-Unis prennent désormais leur retour sur le marché au sérieux. Aujourd'hui, la part de marché de la Chine est tombée à environ 60% de la production, même si, il est important de le noter, le pays détient toujours 90% du secteur de la transformation. La Chine a finalement réussi à obtenir la libération de l'équipage du bateau, mais cela a peut-être eu pour effet domino de nuire à la capacité de coercition à long terme du pays. Et en effet, la question revient à savoir si la Chine tenterait même ce coup de pression. Ce serait une rupture avec la politique habituelle de la Chine. Il faut juste gagner de l'argent, sans faire de vagues. Les États-Unis et la Chine sont rivaux, mais leur relation n'a rien à voir avec la guerre froide. Les sommets entre les deux dirigeants sont fréquents et ne marquent plus l'actualité comme la rencontre en Islande entre Reagan et Gorbatchev autrefois. Le principal risque pour la Chine est un fort ralentissement économique. La Maison-Blanche ne se contenterait pas d'accepter une interdiction d'exportation des terres rares. Il ne fait aucun doute qu'elle riposterait avec un ensemble de tarifs pour riposter du tac au tac. La Chine risque ainsi de répéter la crise de 2010 où l'interdiction n'a fait qu'encourager les investissements à l'étranger. La crise de 2010 a sans doute éliminé la manœuvre de pression actuelle avant même son début. La mine de Mountain Pass a repris rapidement son activité, ayant seulement mis ses opérations en veille il y a quelques décennies. En plus, elle bénéficie d'une garantie de prix du Pentagone, ce qui nous assure de survivre quoi qu'il arrive sur le marché libre. Et même si la Chine contrôle encore la grande majorité du traitement des terres rares, une quantité suffisante est détenue par des entreprises occidentales pour couvrir les besoins de l'armée. En somme, il ne s'agit pas de capacité, mais de la volonté des marchés civils à accepter des prix plus élevés. Et si la Chine engage une guerre économique ouverte avec l'intention claire de traverser le détroit, on peut imaginer qu'il y aurait un soutien bipartisan pour allouer les ressources nécessaires à l'armée, même si tout cela serait une catastrophe économique. En outre, les États-Unis pourraient chercher à importer indirectement via un tiers ce qu'ils ne peuvent obtenir directement.
Récemment, un autre pays a trouvé comment contourner les sanctions. Imaginez à quel point ce serait plus facile pour un pays ayant un rôle bien plus important sur le marché mondial. Pékin appliquerait sûrement ces restrictions à l'exportation une fois les préparatifs d'une hypothétique invasion de Taïwan terminés. Mais provoquer une crise plus large plus tôt pourrait ne pas avoir l'effet escompté. Alors qu'avons-nous appris? La guerre contre l'Iran obligera les États-Unis à reconstituer leur stock d'armes. Les terres rares sont indispensables pour cela. La Chine domine le marché des terres rares. Si la Chine le voulait, elle pourrait faire pression sur les États-Unis et tenter un coup de force à Taïwan. Mais la pression de la Chine en 2010 a peut-être rendu cette option non viable. Eh bien, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, le 27e jour consécutif de production vidéo. D'ici à la prochaine fois, regardez ma vidéo de questions-réponses publiée hier sur Lines on Maps Extra. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, partager et vous abonner. À la prochaine, prenez soin de vous.